J'ai croisé mon cousin et l'ai interrogé sur le voyage familial. Il m'a regardé, confus. Attends. Tu ne sais pas? Nous sommes partis le mois dernier. J'avais payé 4 000 € pour ces vacances. Resté sans voix, j'ai sorti mon téléphone. J'étais au centre commercial à la recherche d'une nouvelle paire de baskets quand j'ai vu mon cousin Noah sortir de l'Apple Store, tenant un sac tout neuf avec cette boîte blanche emblématique. Je ne l'avais pas vu depuis Noël, alors je l'ai interpellé. « Salut mec, c'est quand le voyage en famille? Ça fait des semaines que j'attends des nouvelles. » Il a cligné des yeux, a légèrement penché la tête, puis m'a fait un demi-sourire comme si je venais de raconter une mauvaise blague. « Attends, tu ne sais pas ?» a-t-il demandé. « On y est allé le mois dernier. C'était génial. Je l'ai juste dévisagé. »« Comment ça, vous y êtes allé le mois dernier ?» Il a regardé autour de lui, réalisant clairement que quelque chose n'allait pas. « Ouais, Turc et Keiko à la mi-juin. Il y avait moi, tante Rachel, oncle Gary, ta sœur, ta mère, tout le monde. Ils ne te l'ont pas dit ?» Je jure que pendant 5 bonnes secondes, mon cerveau a cessé de fonctionner parce que j'avais payé 4 000 $ pour ces vacances et personne ne m'avait rien dit. C'est là que j'ai sorti mon téléphone. Avant d'aller plus loin, je devrais revenir en arrière et expliquer comment j'en suis arrivé là. Parce que tout ce bazar n'a pas commencé au centre commercial. Je m'appelle Austin. J'ai 27 ans et je travaille comme designer UX indépendant. C'est un boulot correct, ça paie les factures, ça me permet de travailler de chez moi ou d'où je veux. Je vis seul dans un petit mais joli appartement en dehors de San Diego. Je ne suis pas riche, mais je fais attention à mon argent. Je fais un budget. Je suis mes dépenses. J'économise. Alors, quand ma mère m'a appelé en mars pour me dire que la famille élargie prévoyait des vacances uniques en 10 ans aux îles Turques et Caïques, j'ai hésité. Elle a dit que tout le monde participerait, que ce serait une grande expérience de rapprochement et que mes cousins étaient excités de passer à nouveau du temps ensemble. Je n'avais pas vu la plupart d'entre eux depuis des années. Au début, je lui ai dit que je ne pouvais pas me permettre de dépenser des milliers de dollars pour des vacances, surtout sans savoir quel serait le programme ou si j'aurais des délais à respecter. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, que l'Airbnb devait être réservé rapidement car c'était un tarif de groupe et que tout le reste se mettrait en place. Envoie simplement ta part maintenant et nous nous occuperons des détails. Elle a dit que c'était juste un acompte. On te tiendra au courant dès que la planification commencera. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû obtenir quelque chose par écrit, mais c'était ma mère. Et malgré notre passé difficile, sur lequel je reviendrai, je voulais croire que c'était sa façon d'essayer de renouer le contact, d'essayer de m'inclure. Alors, je lui ai envoyé 4 000 $ par Venmo. En grandissant, notre famille a toujours été un peu déséquilibrée. J'étais l'aîné de 3 enfants. Ma sœur cadette, Brooke, a 25 ans, et notre frère Caleb en a 21. Caleb est toujours à l'université, faisant un peu son truc. Mais Brooke est l'enfant prodige. Elle l'a toujours été. C'était la pom-pom girl, l'élève avec que des A, celle qui savait sourire aux bonnes personnes et dire les bonnes choses. Pendant ce temps, j'étais le gamin maladroit qui préférait les livres et les ordinateurs. Je n'étais pas rebelle ou quoi que ce soit, juste calme, différent. Mes parents, surtout ma mère, ont toujours fait comprendre que Brooke était le ciment social de la famille. J'étais le fiable, celui qui aide, celui à qui on demandait de réparer le Wi-Fi ou de conduire grand-mère chez le médecin. Et d'une manière ou d'une autre, ce rôle d'assistant m'est resté même après mon déménagement. Brooke vit maintenant à 2 pâtés de maison de mes parents, surfant toujours sur la vague de ce statut de favorite. Elle travaille pour une petite agence de marketing que mon oncle possède, donc ce n'est pas exactement comme si elle avait gravi une montagne pour arriver là où elle est. Mais on pourrait croire qu'elle a résolu la faim dans le monde à la façon dont ma mère parle d'elle. Chaque fête, chaque appel téléphonique, chaque SMS commence par quelque chose comme « Brooke a eu une promotion » ou « Brooke organise la baby shower pour ta cousine » ou « Brooke fait encore quelque chose de merveilleux ». N'est-ce pas incroyable? J'ai appris à ne plus y prêter attention au bout d'un moment. Ça ne valait pas la peine de se disputer. Mais ces vacances, c'était censé être différent. C'était censé être un événement familial. Sur un pied d'égalité. Tout le monde ensemble. Sauf qu'apparemment, tout le monde était ensemble, mais sans moi. De retour au centre commercial, je suis resté là, figé, à regarder mon écran comme s'il pouvait expliquer ce que Noah venait de dire. J'ai ouvert la discussion de groupe de la famille,
j'ai fait défiler vers le haut. Rien. Quelques publications d'anniversaire, des photos du brunch de Pâques, un mème que Brooke a envoyé sur les friteuses à air, aucune mention d'un voyage, pas de photos, pas de planification, pas de date de retour, pas de « on est là où hâte de te voir », rien. Puis j'ai réalisé que j'avais été mis en mode réponse uniquement. Je ne pouvais même pas envoyer de message. J'ai demandé à Noah, tu es sûr qu'ils y sont tous allés? Ma mère, Brooke, tout le monde? Il a hoché la tête. Ouais, mec. Je veux dire, j'ai supposé que tu étais occupé ou quelque chose comme ça. Ta mère a dit que tu ne pouvais pas venir à la dernière minute. Elle a dit que je ne pouvais pas venir. Sur le chemin du retour, ma tête tournait. Je n'arrêtais pas de rejouer la chronologie. Mars, la compte. Avril, silence. Mai, j'ai envoyé un texto à ma mère pour lui demander s'il y avait des nouvelles et elle a répondu « On est encore en train de voir ». Rien de confirmé pour l'instant. Puis début juin, elle est devenue silencieuse. Elle a dit qu'elle aidait Brooke sur un projet et qu'elle me rappellerait. Elle ne l'a jamais fait. J'étais submergé de travail à l'époque et je n'y ai pas beaucoup pensé. Je me suis dit que le voyage avait été retardé ou que quelque chose était tombé à l'eau, mais maintenant il était clair qu'ils avaient tout planifié dans mon dos. Payé avec mon argent et j'avais été exclu. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Elle n'a pas décroché. J'ai envoyé un texto, « Salut, je viens de croiser Noah. Il a dit que le voyage avait déjà eu lieu. » Pas de réponse. 1 heure plus tard, j'ai reçu une réponse. « On peut parler demain? Je suis sur le point de sortir. » Pas d'excuses, pas d'explication, juste une déviation désinvolte comme si elle avait oublié d'arroser les plantes ou manqué un rendez-vous chez le dentiste. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas si j'étais plus en colère ou blessé. Et en dessous de tout ça, il y avait ce sentiment de malaise dans mon ventre, comme si j'avais été pris pour un imbécile par les personnes qui étaient censées se soucier le plus de moi. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder le plafond, me souvenant de chaque instant qui ressemblait maintenant à une mise en scène. Le paiement précipité, les mises à jour vagues, le silence radio, et soudain, je ne pouvais pas m'empêcher de me poser des questions. Était-ce l'idée de Brooke? Est-ce que ma mère a menti pour la couvrir? Est-ce que tout le monde a simplement suivi le mouvement? Ont-ils ri de la situation? Se sont-ils assis sur une plage à siroter des cocktails, sachant très bien que j'avais payé pour un voyage auquel je n'étais même pas invité? Et si oui, pourquoi? J'ai commencé à creuser. Les médias sociaux, les vieux textos, les publications cachées. Je n'étais pas préparé à ce que j'allais trouver ensuite, car il s'est avéré que la vérité était bien pire que ce que je pensais. Et j'allais m'assurer qu'il regretterait chaque partie de tout ça. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec cette sensation de brûlure agitée dans la poitrine, le genre qui ne vous laisse pas respirer correctement. Je n'avais pas vraiment dormi. Mon esprit avait tourné toute la nuit, passant en revue les conversations, les chronologies, les changements de ton. Chaque souvenir était maintenant teinté de suspicion. Je n'arrêtais pas de me demander quand ça avait vraiment commencé. La partie où je suis devenu jetable. À 9h17, mon téléphone a finalement sonné. C'était maman. Austin, dit-elle, sa voix juste un peu trop calme, comme si elle essayait de garder le dessus dans une conversation qu'elle savait déjà qu'elle se passerait mal. J'ai vu ton texto. Ouais, dis-je platement. Alors, Turc et Keiko a déjà eu lieu. Tout le monde y est allé. Elle a soupiré. Ce long soupir qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de me reprocher quelque chose. Je ne voulais pas que tu te sentes exclu, chérie. C'est pour ça que je n'ai rien dit. J'ai cligné des yeux. Tu ne voulais pas que je me sente exclu, alors tu m'as exclu? Qu'est-ce que tu racontes en ce moment? Ce n'est pas si simple, dit-elle rapidement. Les plans ont changé. Les choses ont été réservées plus vite que nous le pensions. Brooke s'est occupé de la planification et nous avons dû prendre des décisions. J'ai supposé que tu étais trop occupé avec le travail de toute façon. Tu dis toujours que tu es débordé. Je t'ai donné 4000 $. Et nous l'avons utilisé pour l'Airbnb, a-t-elle dit, comme si cela justifiait tout. Tu en fais toujours partie. Techniquement. Techniquement, répétais-je, stupéfait. Donc, j'ai aidé à payer pour des vacances auxquelles je n'étais même pas invité. Et ça ne te pose aucun problème? Il y eut une pause. Nous ne pensions pas que ça te dérangerait,
dit-elle doucement. Brooke a dit que tu t'en ficherais. Bien sûr qu'elle l'a dit. Voilà. Cette phrase m'a frappé plus fort que prévu. Brooke a dit que je m'en ficherais. C'est là que les points ont commencé à se connecter dans ma tête comme de petites mines terrestres qui explosent une par une. Le nom de Brooke n'arrêtait pas d'apparaître. Brooke a pris les choses en main. Brooke a dit ceci. Brooke a décidé cela. Et maman a juste suivi, comme elle l'a toujours fait. Soudain, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un malentendu ou une décision précipitée. C'était un choix délibéré, une hiérarchie que j'avais toujours connue mais jamais pleinement reconnue. Et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas essayé de mentir de manière convaincante. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je regretterais. J'avais besoin de réponses, de vraies réponses. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis connecté à Facebook. Ma famille n'est pas très active sur les réseaux sociaux, mais Brooke, elle vit pour ça. J'ai parcouru ses publications, ses photos identifiées, ses stories. La plupart étaient verrouillées pour les amis proches, mais j'ai trouvé quelque chose sur lesquels elle avait glissé. Un boomerang de verre de champagne qui teinte sur un yacht. Une photo floue de coucher de soleil sur une eau turquoise. Un selfie miroir en bikini avec la légende Vaki Mode. Rien n'indiquait explicitement au Turc et Keiko, mais n'importe qui avec des yeux pouvait le voir. Puis j'ai vérifié la page de Noah. Il avait identifié l'endroit. Bingo. J'ai commencé à reconstituer la chronologie. Ils sont partis vers le 12 juin. Les photos ont commencé vers le 13 et se sont arrêtées le 19. 7 jours. Une semaine complète. Brooke avait même posté une citation le jour de leur retour. La famille, là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Celle-là m'a fait rire aux éclats. L'ironie aurait pu alimenter un pâté de maison. Mais je n'étais pas seulement en colère. J'étais anéanti. Cette citation, ce voyage, tout était performatif, un spectacle pour eux-mêmes et leurs amis. Et je n'étais pas seulement exclu. J'ai été utilisé financièrement, émotionnellement et, pire que tout, sans la décence d'un avertissement. Pourtant, il y avait une partie de moi, peut-être la partie naïve, qui avait besoin de connaître toute l'étendue de la situation. Était-ce juste maman et Brooke, ou est-ce que le reste de la famille était dans le coup aussi? Alors, j'ai envoyé un texto à mon oncle, le frère cadet de mon père, l'oncle Marc. Il a toujours été le plus terre à accent grave terre. Il restait à l'écart des drames. Salut, ai-je écrit, on ne s'est pas parlé depuis un moment, mais j'ai entendu dire que vous étiez déjà parti en voyage. Savais-tu que je n'étais pas invité? Il a répondu 3 minutes plus tard. Quoi? Je pensais que tu avais annulé. Ta mère a dit que tu avais une date limite et que tu ne pouvais pas y aller. Je lui ai même demandé de tes nouvelles quand nous sommes arrivés. Elle a dit que tu avais envoyé l'argent comme une faveur. Comme une faveur. J'ai regardé l'écran. Mon cœur battait dans mes oreilles. Ma mère avait menti à tout le monde. Elle leur a dit que j'avais renoncé. Elle leur a dit que j'avais offert l'argent comme un geste, comme si j'étais un généreux étranger finançant leur expérience de rapprochement. Et c'est là que la trahison a vraiment fait son effet. Pas seulement le fait d'être exclu, pas seulement l'argent, mais le fait d'être recadré dans l'esprit de tout le monde comme quelqu'un qui s'en fichait, qui avait donné sa place comme si ce n'était rien. Il m'avait effacé et réécrit l'histoire. J'ai passé le reste de la journée à alterner entre faire les 100 pas dans mon appartement et taper chaque détail dont je pouvais me souvenir, chaque interaction, chaque faux pas. Je constituais un dossier mental. Pas parce que je préparais une vengeance. Pas encore. Mais parce que j'avais besoin que la vérité soit exposée devant moi. J'avais besoin de voir le schéma. Et plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était même pas la 10e. En grandissant, j'avais été mis sur la touche de manière subtile pendant des années. Des fêtes d'anniversaire où mon gâteau était oublié. Des matins de Noël où Brooke avait le dernier iPhone et moi des chaussettes. Des photos de groupe où c'était moi qui prenais la photo. La remise des diplômes universitaires. Brooke a eu un dîner et un gâteau personnalisé. J'ai eu un texto qui disait « Fier de toi, gamin ». J'avais passé la plupart de ma vie à me dire que ce n'était pas intentionnel, que j'étais juste plus calme, plus réservé, qu'il m'aimait, juste différemment. Mais maintenant, je savais mieux. Ce n'était pas de l'oubli.
C'était du favoritisme avec des dents. Plus tard cette semaine-là, j'ai essayé d'appeler Brooke. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, j'ai reçu un texto, « Salut, super occupé en ce moment. On peut se rattraper plus tard ?» J'ai répondu, « Je suis au courant pour le voyage. Vous y êtes tous allés avec mon argent. » Pas de réponse. Le lendemain, j'ai appelé mon père. Mes parents sont divorcés, depuis que j'ai 14 ans. Papa et moi ne sommes pas très proches, mais nous gardons le contact. Il a déménagé en Arizona après le divorce et ne s'impliquait généralement pas dans les événements familiaux de maman. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Austin, quoi de neuf? Je viens de découvrir que la famille est allée à Turk et Caicos le mois dernier, dis-je, en sautant les plaisanteries. Il y eut une pause. Ouais, j'ai entendu quelque chose à ce sujet. Ta mère a dit que vous y alliez tous. Ils y sont allés sans moi. Il resta de nouveau silencieux. Tu plaisantes. Non. J'ai payé une partie. Ils m'ont laissé de côté. Ils ont menti à tout le monde. Ils ont dit que je ne pouvais pas y aller. Sa voix baissa. Austin, je suis vraiment désolé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point ces mots étaient rares de la part de n'importe qui dans ma famille. Je suis vraiment désolé. Pas une excuse, pas un rejet, juste une reconnaissance. Et ça m'a frappé plus fort que prévu. Ils ont toujours fait ça, dis-je. Je ne l'ai jamais vu pour ce que c'était. Il soupira. Ta mère a toujours eu des angles morts, surtout quand il s'agit de Brooke. Je ne voulais rien dire, mais je l'ai remarqué quand nous étions encore ensemble. Je pensais que ça changerait peut-être avec le temps. Ça n'a pas changé. Je peux le voir. Il fit une pause, puis ajouta, tu ne méritais pas ça. Tu as toujours été un bon gamin, Austin. Meilleur que la plupart. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose dans ma poitrine s'est un peu fissuré. Cette petite validation, c'était plus que ce que j'avais reçu de ma mère depuis des années. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant un moment. Puis j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Pas seulement un journal, pas seulement une liste. J'étais en train de construire un plan parce que je n'allais plus être l'assistant silencieux. Et qu'il le voie venir ou non, cette fois, j'allais m'assurer que l'histoire se termine différemment. Je n'ai pas reparlé à ma mère pendant près de 2 semaines après ça. Ce n'était pas un acte de vengeance conscient. Je ne pouvais tout simplement pas. Chaque fois que je voyais son nom sur l'écran de mon téléphone ou que je recevais une notification de texto de sa part disant quelque chose de fade et de creux comme « J'espère que le travail se passe bien », mon estomac se serrait. Ce n'était même plus de la colère à ce stade. C'était de la fatigue. J'étais émotionnellement épuisé. Avez-vous déjà eu l'impression d'être tellement utilisé que votre cerveau cesse d'essayer de le rationaliser? C'est là que j'en étais. J'en avais fini de prétendre que c'était un malentendu. Fini de rejouer ces paroles pour voir si peut-être j'étais celui qui était trop sensible. Au fond de moi, je savais que non. Mais malgré mon épuisement, le silence m'a donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. De l'espace, de la clarté mentale. Fini les voyages de culpabilité surprise, fini les demi-vérités de Brooke, fini d'être traité comme une pensée après coup dans ma propre famille. Et dans ce silence, j'ai commencé à entendre quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Ma propre voix. Je ne vais pas mentir et dire que j'ai rebondi du jour au lendemain. Les premiers jours après que tout a éclaté ont été lourds. J'étais gêné. J'ai complètement arrêté de consulter le groupe de discussion familiale. J'ai même désactivé mon Facebook pendant un certain temps parce que voir leurs photos de vacances souriantes me rendait physiquement malade. Chaque photo ressemblait à une carte postale d'un monde dont j'avais été délibérément exilé, un monde que j'avais aidé à financer. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce détail, que j'avais payé pour qu'ils rient, boivent et se portent des toasts sous le soleil des Caraïbes pendant que j'étais coincé dans mon appartement à manger des pâtes au micro-ondes en me demandant quand ils allaient enfin m'inclure. Mais quand on touche le fond, le genre où on ne peut même plus faire semblant, quelque chose d'étrange se produit. On arrête d'attendre que quelqu'un d'autre vous sauve. La première chose que j'ai faite a été d'examiner mes finances. J'ai ouvert mon application de budgétisation et j'ai regardé la transaction de moins $4000 de mars. C'était une ligne rouge douloureuse sur un mois autrement décent. J'avais économisé pour améliorer mon bureau à domicile, une nouvelle chaise, une meilleure webcam, peut-être même 2 moniteurs,
mais cet argent avait disparu sans laisser de traces. Et ça m'a frappé que je n'avais rien à montrer pour ça. Pas un seul grain de sable entre mes orteils, pas même un porte-clés. Le même soir, j'ai ouvert LinkedIn et j'ai discrètement mis à jour mon portfolio de freelance. Je ne l'avais pas actualisé depuis plus d'un an. Mon travail de design UX avait toujours été stable, principalement des clients de bouche à oreille, de petites entreprises, des développeurs d'applications, la start-up occasionnelle. Mais j'ai réalisé que je m'étais laissé porter, en partie par confort, mais aussi en partie parce que je n'avais jamais vraiment cru que je pouvais aller plus loin. Je n'étais pas tapa à accent grave-l'œil comme Brooke. Je n'avais pas de relation et je n'étais pas quelqu'un qui réseautait naturellement. Pourtant, quelque chose en moi a fait tilt. J'ai passé les 3 nuits suivantes à retravailler mes études de cas, à ajouter des visites vidéo et même à enregistrer une courte présentation pour mon site web. J'ai contacté d'anciens clients pour obtenir des témoignages et j'ai publié une série d'analyses de conception sur Medium. Je n'étais pas sûr de ce qui en sortirait, mais ça faisait du bien d'investir enfin en moi-même au lieu d'investir dans des personnes qui ne me rendraient jamais l'appareil. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un fondateur de start-up à San Francisco a trouvé un de mes articles sur Medium et m'a envoyé un email pour me demander une consultation. Il lançait une application de productivité et adorait la façon dont j'expliquais la psychologie du flux utilisateur. Nous avons eu un appel le lendemain. 2 semaines plus tard, j'ai signé un contrat de $9 000 pour concevoir toute leur expérience d'intégration. Je ne vais pas enjoliver les choses. J'ai regardé ce contrat signé comme si c'était une hallucination. Non pas parce que je ne pensais pas en valoir la peine, mais parce que pour la première fois, quelqu'un d'autre le pensait. Quelqu'un que je n'avais jamais rencontré a regardé mon travail et a dit « Ouais, ce type sait ce qu'il fait ». Ce contrat est devenu un tournant. Le regain de confiance qu'il m'a donné était plus précieux que le chèque. J'ai commencé à me lever plus tôt, à prendre vraiment soin de la façon dont je me présentais, non seulement aux clients, mais à moi-même. J'ai remplacé ma chaise de bureau bancale par une Herman Miller que je convoitais depuis des années. J'ai acheté une meilleure webcam, j'ai même ajouté un 2e moniteur après tout. J'ai arrêté d'attendre un jour et j'ai commencé à reconstruire la vie que je pensais ne pas avoir le droit d'avoir. Mais le succès n'a pas effacé la douleur. Il m'a juste donné une échelle pour en sortir. Un matin, peut-être 3 semaines après le début de ce nouveau rythme, j'ai reçu un message de ma cousine Grace, la sœur cadette de Noah. Elle avait 23 ans, venait de sortir de l'université, et était l'un des rares membres de la famille avec qui je m'étais toujours bien entendu. Son message disait juste « Je viens de tout découvrir. Je suis vraiment désolé. » Je l'ai regardé, incertain de ce que tout signifiait. J'ai répondu « Que veux-tu dire ?» Elle a envoyé un message vocal. « J'ai déjeuné avec Brooke le week-end dernier », a-t-elle dit. Elle se vantait de la façon dont elle avait rationalisé la planification des vacances. Je lui ai demandé ce qui s'était passé avec toi et elle a en quelque sorte souri et a dit « Austin est trop dramatique. Il se serait plaint de tout de toute façon. » Il y a eu une pause. Puis Grace a ajouté « Elle a dit que tu avais renoncé à ta place parce que tu étais trop occupé avec le travail, que tu avais pratiquement supplié d'être laissé de côté. » Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que je n'y croyais pas. J'y croyais, mais parce que l'entendre dans la voix de quelqu'un d'autre le rendait réel d'une nouvelle manière. Grace a envoyé un autre message. Je voulais juste dire que je pense que ce qu'ils ont fait est dégoûtant. Et si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là pour de vrai. Cela signifiait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Elle ne faisait pas partie du noyau dur. Elle n'avait jamais été mêlée aux drames familiaux comme Brooke et maman, mais elle n'avait jamais rien dit auparavant. Le fait qu'elle le fasse maintenant, même discrètement, m'a fait sentir que je n'étais peut-être pas fou d'être blessé. Je l'ai remercié, puis je suis allé me promener. En me promenant dans mon quartier, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais passé la majeure partie de ma vie à me faire tout petit pour maintenir la paix. Éviter les événements familiaux pour éviter la confrontation, me taire quand quelqu'un faisait une remarque passive-agressive, jouer le rôle du mature, du cool, de l'assistant, du réparateur, du gars qui ne faisait pas de vagues. Mais être silencieux ne m'avait pas protégé. Cela m'avait seulement rendu plus facile à ignorer. Cette promenade a fini par faire 5 kilomètres. Et quand je suis rentré chez moi, je savais ce que je devais faire. Je n'allais pas envoyer un long message émotionnel à ma mère ou à Brooke. Je n'allais pas supplier pour des excuses ou exiger un remboursement. Je n'allais même pas leur dire que j'étais blessé parce qu'ils le savaient.
Au fond d'eux, ils le savaient. Ils s'en fichaient, tout simplement. Mais cela ne signifiait pas que je devais continuer à faire semblant. Alors, j'ai fait mon premier vrai pas vers l'établissement de limites. J'ai mis en sourdine le groupe de discussion familiale, je l'ai archivé. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts et j'ai créé un nouveau groupe, les gens qui sont vraiment là. Pour l'instant, il y avait 4 noms, ma cousine Grace, mon ami Nat, mon père et mon colocataire d'université Gélène. Des gens qui me voyaient, qui prenaient de mes nouvelles, qui ne se contentaient pas de prendre. C'était petit, mais c'était réel. Et c'était à moi. Au cours des semaines suivantes, je me suis appuyé sur ce groupe. Grace et moi avons commencé à nous envoyer plus de SMS. Nat m'a invité à un week-end en chalet avec ses amis. Un week-end de remise à zéro entre mecs, comme il l'appelait. J'ai failli dire non, mais quelque chose m'a dit d'y aller. Et je suis content de l'avoir fait parce que s'asseoir autour d'un feu de camp avec des gens qui voulaient vraiment que je sois là m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. J'étais plus que le rôle que ma famille m'avait assigné. J'étais intelligent. J'étais gentil. Je construisais quelque chose. Pas seulement une carrière, mais une vie. Un soir, Gélène et moi étions en appel sur Discord pour prendre des nouvelles. C'est l'un de ces types brutalement honnêtes qui ne mâche pas ses mots. Mec, dit-il au milieu de la conversation. Tu as l'air différent. Différent comment? Comme. Libre. Je suis resté avec ça un moment. Il avait raison. Je me sentais libre. Mais la liberté a un prix. Et je commençais à réaliser que mon prochain mouvement changerait tout. Parce que même si j'avais trouvé de la force dans mon propre coin du monde, je n'avais toujours pas confronté les personnes qui m'avaient blessé. Je ne leur avais pas dit que je connaissais les mensonges, la manipulation, jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me maintenir dans l'ignorance. Et je n'avais pas l'intention de crier ou de hurler le moment venu. J'avais quelque chose de mieux en tête, quelque chose de calme, quelque chose de permanent. Je ne voulais pas que ma vengeance soit mesquine. Je ne voulais pas m'emporter, me lancer dans une diatribe ou essayer de gagner une dispute familiale qui serait simplement déformée plus tard. Parce que c'est ce qui arrivait toujours. On élève la voix une fois et soudain, on est l'ingrat, le dramatique, celui qui ne laisse jamais rien passer. Et les autres, ils peuvent jouer les innocents. Ils secouent la tête et disent, je ne sais pas pourquoi Austin est si en colère tout le temps. Mais je n'étais pas en colère tout le temps. J'étais en colère maintenant, et à juste titre. J'avais payé $4000 pour un fantasme qui ne m'incluait pas. On m'avait menti, délibérément utilisé comme un donateur silencieux pour une cause familiale à laquelle je n'étais même pas invité. Et le pire, c'est qu'il l'avait fait comme si c'était normal, comme si c'était juste un mardi ordinaire. Alors, non, je ne voulais pas crier. Je voulais qu'ils sentent la lente brûlure de la prise de conscience qu'ils avaient poussé la mauvaise personne trop loin. Et le timing, comme le destin l'a voulu, n'aurait pas pu être meilleur. Tout a commencé par un mariage. Mi-juillet, j'ai reçu une invitation en papier par la poste, une petite enveloppe de couleur crème avec une écriture cursive élégante sur le devant. Monsieur Austin Meyers. Je l'ai ouverte avec un sentiment de naufrage dans l'estomac. C'était pour Brooke. Elle se mariait. Le mariage était prévu pour fin septembre dans un vignoble à 2 heures de la côte. Tenue de soirée, dîner formel, piste de danse, discours réservé à la famille. C'est ce qui était écrit au dos du carton réponse, ce qui m'a fait ricaner. Je me demandais de quelle version de la famille il parlait. Mais encore plus intéressant que l'invitation était le fait que Brooke ne me l'avait pas dit directement. Pas d'appel, pas de SMS, pas de « je suis fiancé ». Pas d'annonce dans le groupe de discussion. Pas que j'en ai vu une depuis que j'avais tout mis en sourdine. Il voulait que je sois là, mais il ne voulait pas que je sois impliqué. Et c'était là, mon ouverture. Parce que voici le truc avec les mariages dans ma famille. Ce sont des productions. Pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi financier. Tout le monde veut être perçu comme généreux, solidaire, essentiel. Il y a une pression pour donner gros, surtout de la part des parents plus âgés. Si vous vous présentez sans contribuer, vous êtes discrètement jugé. Si vous faites partie du cercle restreint, frère de la mariée, on s'attend à ce que vous aidiez à payer pour des choses. Et je connaissais Brooke. Elle n'allait jamais prononcer les mots à voix haute. Mais je pouvais déjà imaginer les attentes en coulisses. Austin aidera. Il a un bon travail.
Il le doit à la famille, après tout. Mais je n'allais pas financer une autre fête à laquelle je n'étais pas vraiment le bienvenu. Pas cette fois. Pourtant, je n'ai pas jeté l'invitation. Je l'ai gardée. Je l'ai épinglée au-dessus de mon bureau comme un rappel. Parce que ce mariage, ça allait être ma scène. J'ai commencé à recueillir discrètement des informations. Pas de manière effrayante, juste par observation. Grace était toujours en contact et elle n'avait aucune idée de ce que je préparais. Elle a mentionné en passant que la liste des invités était d'environ 90 personnes. Que maman aidait avec les arrangements floraux, que le dîner de répétition allait avoir lieu dans un restaurant chic du centre-ville. Sur invitation seulement. Je n'étais pas invité. Choquant. Mais elle a aussi laissé échapper autre chose. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Brooke et son fiancé Connor manquaient d'argent. Apparemment, le vignoble avait augmenté ses prix à la dernière minute en raison de l'inflation ou d'une forte demande pour la saison des événements. Leur devis initial avait grimpé de $6 000 et ils se dépêchaient de couvrir la différence. Brooke avait dit à Grace que c'était sous contrôle, mais qu'ils auraient probablement besoin de compter sur le fonds familial. Le fonds familial. J'ai failli rire. C'était le terme de maman, une façon polie de désigner les contributions provenant de sources fiables de la famille. Et devinez qui était toujours la source la plus fiable? Votre serviteur. J'étais le gars qui payait rapidement, discrètement, sans histoire. Jusqu'à maintenant. La semaine suivante, j'ai reçu un appel de ma mère. Je savais que ça allait arriver. Je l'attendais. « Salut, chérie, dit-elle, la voix mielleuse. Tu as une minute? » Bien sûr, dis-je. J'ai gardé un ton poli, égal. Je voulais qu'elle pense que tout allait bien. Elle a d'abord bavardé. Elle a demandé comment allait le travail. Elle a dit que ça lui manquait d'avoir de mes nouvelles. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé combler le silence. Je n'ai pas offert grand-chose, juste des hochements de tête et des MHMS. Puis finalement, elle a dit, « Alors, je suis sûr que tu as reçu l'invitation. » Oui. Nous sommes si excités, dit-elle rapidement, comme si elle avait peur que je mette fin à la conversation. Brooke a tout planifié depuis des mois. Tu sais à quel point elle est soucieuse des détails. Honnêtement, c'est une naturelle. Bien sûr qu'elle l'est. C'est génial, dis-je. Il y eut une pause. Puis la vraie demande est arrivée. Je sais que les choses ont été tendues, mais je voulais voir si tu serais prêt à aider avec certains des coûts du mariage. Juste un petit peu, rien de fou. C'est quoi un petit peu, demandai-je calmement. Eh bien, les coûts du lieu ont augmenté, admit-elle. Et Brooke essaie vraiment de garder les choses belles mais raisonnables. Alors, si tu pouvais contribuer, disons même $2000, ça enlèverait vraiment la pression. J'ai failli sourire. Le même scénario, un événement différent. J'y réfléchirai, dis-je. Elle parut soulagée. Merci, chérie. Je savais que tu serais mature à ce sujet. Nous avons raccroché. Je n'ai pas envoyé $1. Au lieu de cela, j'ai envoyé un autre type de message, un qu'elle ne verrait pas venir. J'ai fait un don, non pas pour le mariage, mais à moi-même. J'ai utilisé une partie de l'argent que j'avais gagné avec ce récent projet de start-up et j'ai réservé une retraite en solo dans les montagnes, un chalet Airbnb calme avec une vue, une cheminée et aucune réception cellulaire. Le même week-end que le dîner de répétition. Ensuite, je suis allé dans une imprimerie locale, j'ai fait une copie professionnelle du reçu de l'Airbnb de Turk et Caicos, celui de mars avec mon nom comme payeur. En dessous, j'ai imprimé un message simple en police noir et net. J'ai déjà payé pour un événement familial cette année. Je n'y ai pas été invité non plus. Cette fois, je garde mon argent. Je l'ai scellé dans une enveloppe crème identique à l'invitation de mariage et je l'ai adressé à la maison de ma mère. Je l'ai déposé en main propre dans sa boîte aux lettres. Pas de nom, pas de signature, juste le reçu et la vérité. Je n'ai pas eu de nouvelles. Pas pendant 3 jours. Puis j'ai reçu un message, pas un appel, de Brooke. C'est quoi ce bordel? Pas de salutation, pas de ponctuation après, juste de la colère. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné. Tu es si puéril. Je savais que tu étais en colère, mais sérieusement, maman pleure. Tu es content? Toujours rien, je n'ai rien dit.
Parce que pour la première fois de ma vie, je n'allais pas m'expliquer. Je n'allais pas leur donner un script à déformer. J'allais les laisser mariner avec ce qu'ils avaient fait. Les laisser s'expliquer pour une fois. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Grèce. Elle avait l'air étrangement excitée. « Ok, alors je ne sais pas ce que tu as fait », a-t-elle dit. Mais le groupe de discussion familiale a explosé. Apparemment, maman avait montré à Brooke l'enveloppe, puis en avait parlé dans le groupe de discussion, demandant si quelqu'un d'autre pensait que le comportement d'Austin était déplacé. Brooke est intervenu avec son habituel mélodrame. Mais ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, d'autres membres de la famille ont commencé à intervenir aussi. Noah a dit qu'il avait toujours trouvé étrange que je ne sois pas au voyage. Mark a admis qu'il ne réalisait pas que j'avais été complètement exclu. Même notre tante Linda a dit, eh bien, ça semble injuste vu qu'il a payé pour ça. Le vent tournait et il ne savait pas comment le contrôler. C'est là que j'ai su que je les tenais. Pas avec la rage, pas avec le drame, avec les faits, avec le silence, avec les limites. Mais je n'avais pas encore fini. Parce que le mariage approchait et j'avais un dernier coup à jouer. Le jour du mariage est arrivé avec le genre de satisfaction tranquille que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pendant que ma mère et ma sœur se démenaient probablement entre les fleuristes et les maquilleurs dans un vignoble hors de prix, j'étais niché dans un chalet paisible dans le nord, sirotant un café noir sur une terrasse en bois qui surplombait une étendue de pins brillants d'or sous le soleil du matin. Pas de drame, pas de faux sourires, juste le crépitement du vent dans les branches et le chant occasionnel d'un oiseau. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais complètement libre. Mais ne vous laissez pas tromper par la paix. Ma vengeance était déjà en marche. Vous voyez, mon plan n'a jamais été de gâcher le mariage. Je n'étais pas si mesquin. Je n'allais pas me présenter et faire une scène ou interrompre les vœux ou publier une diatribe sur Facebook comme un ex-amer. Cela n'aurait fait qu'alimenter leur récit. Austin est dramatique. Austin est instable. Austin est jaloux. Non, ma vengeance était une question de contrôle. Il s'agissait de changer l'histoire, de reprendre le récit qu'ils avaient volé et de les forcer à affronter la réalité qu'ils avaient si durement tenté d'enterrer. Et pour ce faire, je devais être précis. 2 semaines avant le mariage, j'ai créé un email, une simple adresse Gmail sous le nom de familyfinance2025 @. J'ai envoyé un email à une trentaine de parents, principalement de la famille élargie qui n'était pas dans le cercle restreint de Brooke, mais qui était toujours sur la liste des invités, des tantes, des oncles, des cousins. Je me suis assuré de ne pas inclure ma mère, Brooke ou l'une de ses demoiselles d'honneur. Ce n'était pas le but. Le but était tous les autres. L'email était court. Pas d'amertume, juste des faits. Salut à tous. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais plus tôt cette année, j'ai payé un acompte de 4000 $ pour des vacances en famille à Turquie-Keko, un voyage auquel je n'ai finalement pas été invité. On m'a dit que mon absence était volontaire. Ce n'était pas le cas. J'ai depuis appris que ce schéma d'exclusion était en cours, et je pense qu'il est temps que les gens sachent la vérité. Je n'assisterai pas au mariage de Brooke. Je lui souhaite, ainsi qu'à Connor, le meilleur. Je pensais juste que vous méritiez tous de savoir pourquoi je serais absent. Austin. C'était tout. Pas d'accusation, pas d'insulte, juste de la clarté. Quelque chose que, pour une fois, il ne pouvait pas déformer. Les retombées ont commencé lentement. J'ai commencé à recevoir des textos discrets de cousins au 2e degré. Je n'en avais aucune idée. C'est horrible. Je suis vraiment désolé. Quelques-uns ont même dit qu'ils n'assisteraient finalement pas au mariage. Si la famille ne signifie pas toute la famille, à quoi bon, a écrit l'un d'eux. Un autre a simplement dit, tu méritais mieux. Mais le vrai coup est venu plus tard, lorsque les chuchotements ont commencé à se répandre lors du dîner de répétition. Selon Grèce, qui me donnait maintenant des nouvelles comme une sorte d'agent infiltré, la conversation autour des tables à vin ne portait pas sur la robe de Brooke ou les arrangements floraux. C'était à propos de moi. Apparemment, quelques personnes avaient imprimé l'email. D'autres l'avaient sur leur téléphone, et le consensus n'était pas flatteur. Comment peux-tu oublier d'inviter ton propre frère? Attends, il a payé pour le voyage et il n'y est pas allé? Brooke a toujours été un peu calculatrice. Un oncle a même dit à Brooke en face que m'exclure était une tâche sur une occasion autrement heureuse. Brooke, étant Brooke, a essayé de tourner la situation à son avantage.
Elle a dit que je m'étais porté volontaire pour rester, que j'avais des conflits de travail, que j'étais juste trop sensible. Mais sa voix tremblait parce que l'histoire était hors de son contrôle maintenant et elle ne pouvait pas s'en sortir avec son charme. Le matin du mariage, j'ai de nouveau eu des nouvelles de Grace. Elle panique, a-t-elle dit par message vocal. Connor est agacé. Ta mère pleure dans la suite nuptiale, et tante Linda a littéralement dit à Brooke qu'elle avait honte pour elle. C'est tout un truc. Je n'ai pas jubilé. Pas à voix haute, mais à l'intérieur, c'était comme une justice. Pourtant, je savais que Brooke ne se laisserait pas abattre sans un dernier coup. J'avais raison. 2 jours après le mariage, j'ai reçu un message d'elle. Félicitations. Tu as transformé mon mariage en un défilé de pitié. J'espère que tu es fier de toi. Je n'ai pas répondu. Puis maman a envoyé un texto, je ne sais pas ce que tu espères accomplir avec cet email. La famille n'embarrasse pas la famille comme ça. Celui-là m'a fait rire. La famille n'embarrasse pas la famille. Comme si exclure votre fils de vacances qu'il a payé n'était pas embarrassant. J'ai laissé le silence parler pour moi, mais je n'avais pas tout à fait fini. Une semaine plus tard, j'ai envoyé un dernier paquet. Il était adressé à la maison de ma mère, mais c'était pour Brooke. À l'intérieur de la boîte se trouvait le reçu original de l'Airbnb du voyage à Turquie Caicos, une copie de l'email que j'avais envoyé à la famille et un chèque de 4000 $. La ligne de mémo indiquait « Remboursement, service non rendu ». Je ne voulais rien d'eux. Pas de remboursement, pas d'excuses, pas de fausse réconciliation, juste une coupure nette, une ligne dans le sable. Et je pense que c'est ce qui les a vraiment brisés. Parce que les gens comme Brooke et ma mère, ils prospèrent sur le contrôle, sur le fait de garder les gens assez proches pour les utiliser, mais jamais assez proches pour s'en soucier. Et quand quelqu'un s'en va calmement sans se battre, ils ne peuvent pas tourner ça à leur avantage. Ils ne peuvent pas gagner ça. Vous n'avez pas à brûler les ponts quand vous savez qu'ils ne mènent nulle part où il vaut la peine d'aller. Cet automne-là, j'ai eu mon meilleur trimestre. Le client de la start-up a renouvelé son contrat et m'a recommandé à 2 autres. J'ai amélioré mon appartement, acheté une nouvelle machine à expresso, pris mes propres vacances au Japon, en solo cette fois, et c'était tout ce que Turquie Caicos n'aurait jamais été. Paisible, honnête, à moi. Grace et moi sommes restés en contact. Elle a finalement quitté le groupe de discussion familiale aussi. Elle a dit qu'elle en avait assez de prétendre que Brooke était une sainte. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde ou quoi que ce soit, mais elle prend de mes nouvelles de temps en temps, m'envoie des mèmes, me pose des questions sur des trucs du X. Elle a même envoyé une photo du gâteau de mariage 2 mois plus tard avec la légende « N'a toujours pas le goût du pardon ». Et c'est vraiment comme ça que ça se termine. Pas de grande explosion, pas de dispute criarde, juste une rupture nette, une récupération de la paix. Je n'avais pas besoin qu'ils disent désolé. J'avais juste besoin qu'ils sachent que je n'avais plus besoin d'eux. Et maintenant, ils le savent. Laissez-les porter un toast à la famille autant qu'ils le veulent.